aujourd'hui qu'on aille beaucoup plus dans ces vraies questions, qu'on comprenne l'évolution des mouvements, qu'on comprenne la diversité de ces mouvements, et que, de ce point de vue-là, on se pose la question de l'état de droit, que l'on pose la question de la démocratie aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils ont évolué. Il y a certains mouvements, il y a 40 ans, ils n'utilisaient pas le terme démocratie. Ils disaient démocratie, laysat min al-islam. Bien sûr, et maintenant ils le disent. Alors, est-ce que ce ne sont que des manipulateurs, ou est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils comprennent mieux? Mais parce que dans l'expérience historique, moi je peux vous dire une chose. Moi je viens d'une famille qui était complètement dans l'islamisme. Et ce que j'ai entendu moi d'Al-Almaniya, ce n'était pas ce que j'ai entendu en France. C'est-à-dire que ce que me disait dans le travail et que je lisais de Jean Bobéro n'est pas l'expérience égyptienne. Pourquoi? Parce que l'expérience égyptienne de la laïcité, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du tout la pluralité politique, c'est l'État qui contrôle la religion et qui met en prison ses opposants. C'est la séparation de l'autorité en mettant l'autorité de l'État sur l'autorité de la religion et tous les opposants en prison. C'est une séparation des autorités mais sans démocratie. L'expérience, et puis ça a été ceci la colonisation, donc il faut le comprendre. Il faut comprendre que dans un pays majoritairement musulman, cette idée qu'on va juste emprunter à la France son histoire, eh ben ça ne marche pas. Il faut que la France comprenne qu'elle n'a pas à exporter la sienne d'histoire. Son histoire est son histoire. Donc, simplement, un premier élément ici qui me paraît important dans cette discussion, c'est aujourd'hui de voir qu'il y a dans ces courants-là, et il y a dans cette diversité-là une reconnaissance de l'état de droit, une reconnaissance possible de la démocratie, une reconnaissance de l'état civil, et qu'il faut pousser en posant des questions. Alors vous avez posé un certain nombre de questions sur le statut des minorités. Est-ce que maintenant on parle de citoyenneté égalitaire, oui ou non? Et aujourd'hui vous entendez. Alors après, on fait confiance ou on ne fait pas confiance, ou on joue tout le temps sur la méfiance, dans cette polarisation, tout le temps sur la méfiance, où on dit citoyenneté égalitaire. Mouantenoun, ce qu'on avait d'ailleurs en Égypte, Mouantenoun la dhimmiyoun, ce qu'avait dit le journaliste et qui a repris un certain nombre de savants. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de cesser d'avoir une position monolithique et de voir avec qui ces questions sont ouvertes et qu'il est possible d'évoluer. Et de la même façon, ce que j'entends, c'est dans les traditions laïques aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule façon d'être laïque en Tunisie. Il y a des gens, j'ai l'impression, quand je leur parle, ils ont un corps tunisien, une peau tunisienne, un esprit de salon parisien. C'est-à-dire, ils ne sont pas là. Non, mais j'entends par là, quoi. C'est-à-dire que toute leur réflexion, elle vient d'un schéma, un schéma qui est complètement biaisé. C'est-à-dire, ils ne voient même pas leur société. Ils sont en train d'utiliser des concepts, utiliser une histoire qui n'est pas l'histoire des sociétés majoritairement musulmanes. Ça ne veut pas dire, écoutez-moi bien, ça ne veut pas dire que certaines des questions qu'ils posent ne sont pas légitimes. Il y a beaucoup de questions posées par des personnes qui se positionnent comme laïcs en disant d'abord une chose, ça n'est pas parce qu'on est laïque qu'on est anti-religieux. La laïcité, c'est un cadre institutionnalisé d'une séparation d'autorité, ça n'a rien à voir avec votre cœur. En d'autres termes, vous pouvez être musulman, pratiquant et défenseur d'un cadre laïque. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème. Quant à ceux qui veulent jouer avec la religion et pousser dans ce sens-là, il faut leur dire non, ça c'est pas une définition normative de la laïcité, c'est une définition idéologique. Vous utilisez un cadre pour imposer une philosophie. Et donc de ce point de vue-là, et il y en a ici en Tunisie, et il y en a qui sont prêts à faire el balbala, ils cherchent la controverse. Et en faisant ceci, ils empêchent le débat, ils empêchent qu'on évolue dans un débat. Donc il faut entrer dans un rapport critique, effectivement, ce que vous avez mis en évidence, c'est-à-dire quel va être l'état de droit, comment va-t-on avoir un rapport, comment va se constituer, se produire le cadre législatif, qui va avoir, où est l'autorité au fond, comment va se constituer l'autorité, ça ce sont des questions. Mais je terminerai, et c'est ma conclusion, par ceci. Je pense que la polarisation autour de ces seules questions, si on se met autour d'une table, alors là on l'a ce soir et c'est une bonne chose, moi je le vois comme quelque chose d'extrêmement positif, mais au bout du compte, il faut faire attention qu'on ne perde pas notre temps systématiquement à revenir tout le temps sur ces mêmes questions et que finalement ce soit le cœur du débat. Au bout du compte, moi ce que j'ai envie de demander aux islamistes et comme j'ai envie de demander aux laïcs, j'ai des questions beaucoup plus pointues que ça. Et ce que j'ai envie de mettre au milieu de la table, c'est ne me dites pas simplement comment vous lisez le Coran, ou comment vous lisez pas le Coran, ou combien il y a de femmes. Non, j'ai des questions.
quels sont aujourd'hui les problèmes majeurs auxquels fait face la société tunisienne? En d'autres termes, dites-moi aujourd'hui quelle est votre politique éducative. Dites-moi quelle va être votre politique de l'emploi. Parce que moi, que vous me citiez le Coran sans avoir une politique de l'emploi, ça ne me va pas. Mais que vous citiez Rousseau comme grand esprit... Non, mais on n'est pas dans un meeting politique, on essaye de réfléchir ensemble. Mais que vous citiez Rousseau, que vous citiez les grands esprits français ou Voltaire, et que vous n'ayez absolument, en me disant que vous êtes un grand rationaliste, mais que vous n'êtes pas forcément un fin politique, ça ne me va pas non plus. Donc il y a des questions aujourd'hui sur lesquelles moi je pense qu'il faut que ça s'arrête. La politique éducative. Parce que ça, c'est très important. Moi, j'ai envie de savoir ce que les islamistes ou les laïcs ont à dire sur le contenu de l'enseignement. Vous voulez enseigner quoi? Quel type d'esprit critique? Quel type d'esprit critique? Qu'est-ce qu'on va enseigner? Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir un esprit critique, il faut oublier les racines de ce pays, l'histoire de la Tunisie, l'art de la Tunisie, la langue de la Tunisie, les langues de la Tunisie? C'est une vraie question. Dites-moi votre politique éducative et je saurai si vous répondez aux vraies questions de la Tunisie plutôt que d'être dans la polarisation sur la question de l'emploi. Un grand nombre de laïcs sont pour l'ouverture et puis finalement ils envoient leurs enfants où? Étudier en France. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un pays qui voit sa jeunesse partir s'éduquer ailleurs? Comment voulez-vous garder l'identité d'une histoire si vous n'avez même pas de présent ou de futur à leur offrir? Je pense que ça, ce sont des vraies questions sur l'emploi, sur aujourd'hui, et je terminerai par là, une vraie question économique. La vraie question économique. Parce que la stabilité de la Turquie passera aussi par ces décisions. Quand je vois aujourd'hui, moi j'ai un vrai problème avec certains courants islamistes aujourd'hui. Mais ce n'est pas simplement sur al-marji'iyya al-islamiyya, c'est sur leur choix économique. Qui sont prêts à fonctionner avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, avec le capitalisme dominant, et puis d'un autre côté, ils ne proposent absolument aucune alternative. Ça, ce sont les vraies questions, des vraies questions sur quel type aujourd'hui de position la Tunisie peut avoir dans un monde multipolaire, se dégager de l'influence française ou de le seul lien avec la France, non pas pour tomber dans celui des États-Unis ou de la Chine, mais utiliser la diversité des partenaires économiques pour déterminer une indépendance. Voilà des questions qui me paraissent plus importantes. Merci beaucoup de cet exposé riche, et je pense qu'il va susciter des questions et des réponses. Sans plus tarder, je donne la parole à Jean Bobéro en vous présentant très rapidement, professeur émérite, président d'honneur de l'École pratique de hautes études, éminent sociologue, fondateur de la sociologie de la laïcité, membre de la commission Stasi sur l'application de la laïcité, auteur de plus de 20 ouvrages autour de la religion et de la laïcité, co-auteur de la Déclaration internationale sur la laïcité, à lire Laïcité sans frontières et la laïcité falsifiée, votre dernier ouvrage. Je vous donne la parole pour 5 à 7 minutes, soit développer votre thèse, mais je souhaite également que vous également réagissiez à ce que M. Ramadan a dit, de sorte qu'on ait vraiment un vrai débat plutôt que 7 à 8 monologues. Oui, merci. Merci de m'avoir invité et bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne suis pas dans une situation très confortable puisque je suis membre de l'ancienne puissance coloniale et qu'effectivement, je trouve normal que la Tunisie diversifie ses relations. Je ne suis pas spécialiste de l'islam non plus. J'essaye de travailler sur la laïcité depuis de nombreuses années. Bon. Et effectivement, je suis co-auteur d'une déclaration internationale sur la laïcité, co-auteur avec une Canadienne et un Mexicain. Et cette déclaration internationale sur la laïcité a été signée par 248 universitaires de 30 pays. Bon. Et je le dis tout de suite pour casser l'image qu'on a d'une laïcité qui serait une exception française, quelque chose qui serait uniquement français et qui ne vaudrait que pour la France. Pour moi, la laïcité est un élément d'universalité.
Je dis bien un élément d'universalité parce que, effectivement, il y aurait une fausse manière qui serait d'imposer, si vous voulez, à partir de l'Occident, une universalité qui s'imposerait à tout le monde et qui serait une occidentalisation, mais chaque civilisation, chaque pays, chaque moment historique peut fonder des éléments d'universalité et qui deviennent le bien commun, le patrimoine de l'humanité, au sens où l'UNESCO, par exemple, parle de patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, dans cette déclaration sur la laïcité, on dit, il faut bien voir les objectifs de la laïcité. Et les objectifs de la laïcité, c'est la non-discrimination pour raisons religieuses, c'est la liberté de conscience de tous, ce qui inclut la liberté de croire et de ne pas croire. Et d'ailleurs, je crois que ça rend service aux religions elles-mêmes, parce que, évidemment, que s'il y a une imposition du croire, qu'elle soit politique ou qu'elle soit par une grosse pression sociale, eh bien, la foi n'est pas authentique, la foi n'est pas personnelle, la foi n'est pas sincère. Bon. Et donc, cet objectif de liberté de conscience, il peut réunir croyants et incroyants. Et donc, effectivement, si on commence à opposer laïcité et croyants, on a tout faux dans la mesure où ce n'est pas dans la même dimension. Ce que demande la laïcité, ce n'est pas d'être incroyant ou d'être croyant. Ce que demande la laïcité, c'est une gymnastique intellectuelle qui va du croyant le plus pieux, le plus religieux, à l'athée le plus convaincu, et où chacun arrive à faire la distinction en lui-même entre ses propres convictions, ce à quoi il croit, ce à quoi il tient, et ce dont il va parler évidemment aux autres, bien sûr, dont il va essayer de partager avec d'autres. Il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose qui serait restreint au fort intérieur et dont on n'aurait pas le droit de parler, mais dont il va parler en respectant la liberté de l'autre, en respectant la dignité de l'autre, en respectant, puisque pour lui, il pense être dans la vérité, le droit à l'erreur de l'autre, bon, et finalement être dans cette gymnastique intellectuelle de dire le bien ne s'impose pas par en haut, la vérité religieuse ne s'impose pas par en haut, elle se propage par l'exemplarité, elle se propage par diverses manières, mais chacune de ces manières doit respecter la liberté de l'autre, chacune de ces manières doit respecter la dignité de la personne qu'on a en face de soi comme un être libre et capable d'examen. Donc, effectivement, je crois que cette conception-là de la laïcité n'a rien de spécifiquement français, même si le terme au départ a été inventé par des Français, mais nous utilisons tous plein de termes qui ont une origine dans une langue précise et qui ensuite se sont, je dirais, échappés du carcan linguistique dans lequel ils ont eu naissance pour prendre des formes diverses. Et là aussi, dans la Déclaration internationale sur la laïcité, nous conjuguons en dialectique laïcité au singulier et laïcité au pluriel. Laïcité au singulier parce que il y a toujours ces principes, ces objectifs de non-discrimination et de liberté de conscience, cette nécessité pour parvenir à ces objectifs d'impartialité de l'État, et c'est ça le sens de la neutralité. La neutralité, c'est pas l'aseptisation de l'espace public de toute dimension religieuse, ça c'est quelque chose qui ne peut être obtenu que par des régimes autoritaires, voire totalitaires, mais c'est le fait que l'État est un arbitre et que les gens, la société civile et ses différentes composantes sont comme les acteurs d'un match de football, et que l'État, lui, il est comme l'arbitre qui ne marque pas de but, qui n'empêche pas que des buts soient marqués, mais qui fait respecter des règles du jeu pour que le jeu soit loyal, pour qu'il puisse se dérouler en toute loyauté. Et chaque équipe a le droit d'avoir ses supporters, mais ces supporters n'ont pas à exercer des violences sur les supporters du camp opposé, afin que tout ça reste convivial. Donc c'est ça l'impartialité de l'État. Et évidemment, cette impartialité de l'État demande à ce que les autorités religieuses n'aient pas un pouvoir politique qui imposerait à la société des dogmes, des croyances religieuses sous couvert de pouvoir politique. Autrement dit, c'est ça le véritable sens de la séparation. C'est pas qu'il y aurait dans chacun une sorte d'hétérogénéité, dissociation, mais c'est le fait que les autorités religieuses sont des autorités et donc
doivent s'adresser à des êtres humains libres et responsables, alors que le pouvoir politique, eh bien, il établit des règles politiques qui peuvent être coercitives. Si vous dérogez aux lois, si vous commettez un délit, eh bien, vous pouvez avoir affaire à la justice, mais pas pour des raisons de conviction religieuse. Et l'histoire a montré d'ailleurs que, aussi bien quand on a voulu faire des États